Le lendemain, il fait un temps magnifique. C'est le début d'une belle journée d'été pour faire un pique-nique dans une prairie. Enfin, on ne visite plus de volcans. Tu parles, ça commence pour de bon. T'as oublié le Cantal, c'est l'aide auvergnat. Oh là là, on rime vraiment pas aujourd'hui. Non, non, ne t'inquiète pas. Mais vous savez qu'on peut aussi monter sur une construction qui est, disons, la sorte de la Tour Eiffel. Qu'est-ce que ça veut dire? À Auvergne, il a une sorte de Tour Eiffel. Seulement, elle n'est pas sénateur. Lui aussi, il parle comme un oracle. Vous ne me croyez pas? Eh bien, vous allez voir. Les cartes de cet antique. Le carlonge d'emmène ce pâturage ou passe des vaches à la robe ronde. Ces vaches nous vont relais pour un excellent fromage qui s'appelle le Cantal et qui est connu en Auvergne sous le nom de courbe. Qui sait que ça veut dire courbe? Pas de réponse. Il faut tout simplement que changer une voyelle. Ah, norme. Super. Ce nom vient de la forme du bar où on a mis fromage. Et c'est donc l'origine du mot fromage qui est devenu fromage. Mais je vois partout de là, c'est pas des tout progrès. Où sont-elles alors? L'imagination d'Alex peut être là où des hallucinations au bout à mirage. Les virages en Auvergne, génial. Une nouvelle attraction touristique. Peu de temps après, ils arrivent près du grand mur du lac de retenue. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Il est haut combien de mètres, le long? Grand silence. Alex, tu nous énerves avec tes questions? Tu te prends pour un animateur de télé? Bon, en tout cas, marrant que la tour Eiffel. Bravo. Il fait exactement 85 mètres de hauteur et 400 mètres de longueur. C'est une question à combien? Qu'est-ce qu'il y a gagné? Quand est-ce qu'on va pique-niquer? J'ai une soif terrible. Attends, encore 10 minutes. L'endroit du pique-nique est idyllique. Une grande prairie au bord d'une petite route étroite bordée d'une colline voisée. Alors, Lavande, vous venez? Dans ce sac, il y a des sandwichs au fromage. Dans l'autre, au salami. Et voilà, des tomates. Et qu'est-ce qu'on voit en Auvergne? Du coca. Le minéral, mon vieux. Voilà. On a ici la serre dedans. Mais moi, je ne veux pas de eau. Je veux du coca. Moi, diabolo, grenadine. Désolé, mais il y a seulement un. Está bien, está igual de que siempre. 1, 2, 1, 2, 3. Finalement, Alex sourit. Va au car et rapporte une grande caisse de bouteilles de coca, d'orangina et de limonade et de bouteilles de grenadine et de menthe. Tout le monde est content. Alors, bon appétit. Qu'est-ce qu'il y a dans cette corbeille-là? Attendez, une surprise. Wow. Quand les jeunes ont fini leur sandwich, Alex retire la serviette. Des myrtilles tout fraîches apparaissent. C'est bon. Vous avez encore 3 cartes d'or. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Jouer au foot, vous répandre. Mais ne quittez pas la plaine. Je ne veux pas vous chercher. Sébastien et Julien s'éloignent un peu de la route. Julien s'allonge dans les airs, mais ses écouteurs, elle écoute de la musique rock. Sébastien reste assis. Il regarde le paysage, excepté le bavardage des autres. Tout est calme. Son regard suit la petite route de campagne et juste avant le dernier virage visible, s'arrête sur une vieille grange en bois à moitié cachée par les buissons et les arbres et sur une camionnette noire fermée. Tout à coup, Sébastien se lève, fait quelques pas et s'arrête frappé par le foudre. Un gros homme qui semble très fort porte un énorme sac en plastique noir, à demi rempli dans la camionnette. Puis la camionnette démarre
et disparaît. Vous ne voulez pas jouer avec nous? Qu'est-ce qu'il a, Sébastien? Il a l'air tout chamboulé. Désolé. Et toi, Julien? Je préfère écouter de la musique. Mais non. Un peu déçu, Thierry rejoint les routes. Je viens de le voir. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Julien respire à fond. Tu te moques de moi? Non, là-bas, dans la grange. Il vient de partir. Il a transporté quelque chose dans un sac en plastique noir. La voix de Sébastien devient de plus en plus forte. C'est donc là qu'il a tous les filles. Pas si fort. Prudemment, il regarde les autres qui, un peu éloignés, ils viennent vous insouciants. Dans son imagination, Sébastien revoit la photo de la jeune fille, ses yeux brillants, son beau sourire. Il prend alors une décision courageuse. On va voir. Tu n'as pas peur? Un peu quand même. Je te comprends. Si on se dépasse, on aura assez de temps. Il nous reste juste une demi-heure. Mais personne ne doit le savoir. Sébastien regarde encore une fois si la voie est libre. Oui, c'est bon. Les amis se consacrent à leur match. Et Alex porte les restes du pique-nique dans l'écart. À l'abri des hautes buissons et d'arbres, ils descendent le pré en direction de la grange. Sébastien regarde sans arrêt autour de lui. Il est inquiet. Qu'est-ce qui ne va pas? Je veux seulement être sûr que personne ne nous voit. Mais ce qu'il n'avoue pas, c'est la peur affreuse et la pensée de se trouver soudain en face du mortier. Il est trempé de sueur froide. Je l'ensemble deviner ses pensées. Il règne un silence de mort. Seul des broussailles épaissées les séparent de l'endroit de l'horreur. Ils se sortent au moindre bruit d'une branche qui craque sous leurs pas, ou un oiseau qui s'envole. On ne peut pas passer par ici. Il faut passer par la route. Les alentours de la range ne sont vraiment pas bien entretenus. Partout les mauvaises herbes poussent et des murs sauvages rendent l'accès à la range très difficile. Regarde, des traces. Quelqu'un est venu ici il n'y a pas si longtemps. Après avoir hésité un moment, Sébastien et Julien prennent le courage à deux mains et se glissent jusqu'à la grande porte-voie de la range. Sébastien a les mains qui tremblent quand il saisit les verrous lourds. Il les ferme à clé. Encore hésitant, Julia suit son ami. Sébastien scrute par la fente. Il ouvre la bouche pour crier, mais aucun son ne sort. Juste devant lui, sur une grande table de bois, à côté d'une scie, il y a un grand couteau souillé de sang frais. Derrière, une hache est appuyée contre un billot et une boîte rouge. Quelle horreur! Pendant quelques secondes, les jambes de Sébastien se dérobent sur lui. Il pense qu'il va s'évanouir. Vite, partons. Et près de panique, il se met à courir. Il heurte une vieille route et les épineux des murs sauvages laissent des traces sanglantes sur ses bras et ses jambes. En étant incomplètement essoufflé, Julien le suit en trébuchant. Voilà, ça enfant. De quoi est-ce que vous savez faire? Nous avons cueilli des murs sauvages près de la range. Là-bas. Et là, vous avez rencontré un monstre par me bleu. Ça suffit maintenant. On vous attendait pour partir. Montez dans le car. Je ne veux pas vous reprendre à faire quelque chose d'interdit. Compris? Sans cela, je préviens vos parents. La tête basse, Sébastien et Julien se starent à leur place. Dans quelques minutes, vous allez voir les ruines du château d'Alès qui date du XIIIe siècle. Au cours de l'arrêt de 100 ans, un chevalier cruel s'est emparé de la forteresse et a tellement terrorisé les paysans que ceux-ci ont décidé de brûler son château. Ce qui en reste, ce sont les 4 jours et les donjons. L'aventurier n'a pas eu de descendants. On la visite, la forteresse. Non, mais le dernier jour de vos vacances, on y retournera pour assister au spectacle de son et lumière et au magnifique feu d'artifice. Oh,
Hé, Sébastien et Julien, vous avez entendu? Un feu d'artifice. Plongé dans ses pensées, Sébastien lève les yeux. Julien regarde fixement par la fenêtre. Ils ne voulaient pas parler avec nous. Et puisqu'ils ont mangé le mur, Ils étaient peut-être ensorcelés. Tout cela ne dérange pas Sébastien et Julien. Personne ne peut savoir quel terrible secret les trouble. Les ados rentrent à la colonie de vacances en passant pour Sainte-Fleur, ville construite sur un trable de basalte. L'après-midi est libre. Certains garçons jouent au vol ou au ping-pong. Daniel et Luc s'amusent aux jeux vidéo dans le sous-sol du bâtiment. Sébastien et Julien vont vers la clôture et regardent la forêt plongée dans un silencieux mystérieux. Hé, qu'est-ce que vous faites là? Vous voulez obtenir le record du monde du regard en l'air? Sébastien est furieux. Occupe-toi de tes affaires et laisse-nous tranquilles. Les murs étaient donc ensorcelés. Viens, on marche un peu sur la route. Je ne peux plus supporter les bavardages de ces idiots. Lentement, les yeux baissés, ils suivent la petite route. Ils ne se parlent pas. On devrait prévenir la police avant que le meurtre ne frappe encore une fois. On est frappé ce matin. Tout à coup, ils s'arrêtent. Regarde, là, à l'endroit où est stationnée la camionnette. Le mouchoir. Il a dû le jeter quand il est monté en voiture. La pluie de la nuit dernière a détrempé et a lavé les taches de sang pour ne laisser que des traces d'une roche délavée. Ils s'arrêtent de marcher un moment. Julien hausse les épaules, l'air hésitant. Puis, il se dirige vers la forêt, à la fois curieux et horrifié. Tout semble paisible. On entend seulement un pic vert qui donne des coupes en bec contre l'écorce d'un arbre. Les deux copains s'enfoncent de plus en plus dans la forêt. Regarde, un sentier. On les prend? Non, merci. Seulement jusqu'au virage là-bas. Et puis, on rentre. Promis. Les garçons ne découvrent rien de suspect. Soudain, les cris tristes d'un jeu déchirent le silence. Qu'est-ce qui a pu le faire s'envoler comme ça? Qu'est-ce qui lui a fait peur? Qu'est-ce qu'on entend derrière eux? Les deux amis sont pétrifiés. Le meurtrier est sûrement derrière eux et il va certainement frapper. Et tout de suite... Cure! S'écrie Sébastien et après quelques secondes de tension extrême, les deux jeunes prennent la fuite. Et ils courent de plus en plus vite. Hé, qu'est-ce que vous savez? Je vous ai fait peur? Sébastien n'ose se retourner et voit le visage aimable d'un jeune homme qui porte une petite corbeille. J'ai aussi des myrtilles. Là-bas dans les clairières. Il y en a plein. Vous voulez goûter? Non, merci. En ce moment, il n'y a pas du tout envie de goûter à des myrtilles. Alors, bonne journée, salut. Julien est encore visiblement choqué par cette rencontre. Il nous a fait un bel peur. Imagine-toi, s'il avait vraiment été l'homme avec le sac en plastique noir. Le meurtrier ne va certainement pas dans les forêts en plein jour. Viens, on continue encore un petit peu, jusqu'à parking là-bas. Qu'on est bête. Sur les mouchoirs, il y a des taches de sang. Tu ne comprends pas? Sébastien interroge Julien du regard. On peut faire une analyse génétique pour découvrir les meurtriers. Génial, vite rentrons. Une voiture arrive sur le parking, les noces grises, les deux portières avancent sur. Ya. Un cri déchirant retentit à travers la forêt. Sébastien et Julien respirent fort. Des grosses gouttes de sueur froid apparaissent sur leur front. Ils tremblent de tous leurs membres et regardent avec effroi en direction du parking. Des secondes horribles passent. Puis, une voix dit: vous venez d'entendre la pièce policière Clé de mort avec Nadine Bernat et Michel Leblanc dans les rôles principaux. Et maintenant, les informations régionales. Il est 15 heures. Vous écoutez Radio Auvergne.
La police a réussi à arrêter dans la région de Garavit. Ramval va reconnaître les chercher depuis longtemps. Les policiers prévenus par un garde de chasse ont très vite retrouvé l'homme qui chassait un perroquet interdit et déposé depuis des mois ses sordos illégalement dans la forêt. Isabelle, la jeune fille disparue depuis quelques jours, est rentrée chez ses parents au Puy. Elle est en bonne santé. D'après la police, les raisons de sa disparition sont encore inconnues.